Bien, nous allons reprendre cette dernière partie de colloque d'après-midi avec tous les aléas prévus et annoncés ce matin. Donc, mon collègue Jean Belin, qui est professeur à l'Université de Bordeaux, sauf erreur, professeur, oui, et maître de conférence à l'Université de Bordeaux, est titulaire de la chaire économie de la défense de l'IHEDN, qui va nous parler en fait de l'approche économique de la cybersécurité et qui va essayer de faire des parallèles avec le champ qu'il connaît lui, qui est celui de l'économie de la défense. Et nous aurons l'occasion notamment de parler, si ce n'est dans l'exposé, du moins ensuite dans nos échanges, d'approches méthodologiques ou de parallèles que l'on peut faire aussi entre ces types d'économies et de la manière dont on doit étudier, ou on pourrait étudier, ou quelques pistes qui permettraient d'étudier l'économie de la cybersécurité en s'inspirant des travaux qui sont menés en économie de la défense. Voilà, donc je vous cède la parole, vous avez pour 30 minutes. Merci. Ça doit fonctionner. Hein, donc je le remercie de m'avoir invité à ce colloque. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile pour moi. Hein, je suis spécialiste de l'économie de la défense. Et donc je vais, en introduction, peut-être vous montrer un peu, vous exposer les difficultés que j'ai eues déjà à aborder votre sujet. Alors, ma première difficulté a été sur les notions de cybersécurité, cyberattaque, cyberconflit, cybermenace. J'ai eu des difficultés à trouver un consensus sur ces termes-là. Et pour un scientifique extérieur, c'est difficile parce que pour se plonger dans une nouvelle thématique, il faut bien définir l'objet d'étude. Donc, ça a été ma première difficulté, l'absence de consensus sur vos définitions. La deuxième difficulté que j'ai eue, c'est qu'on a affaire à un bien ou à un actif qui est très différent dans l'économie de la cybersécurité et dans l'économie de la défense. Alors, pour vous, votre actif, votre bien, les notions de frontières et de distance sont revisitées. Ce n'est pas du tout la même approche qu'on peut avoir en économie de défense. La part du matériel et de l'immatériel est également différente entre les deux domaines. Ensuite, il y a peut-être aussi également une importance du contexte, du terrain, ou ce que vous appelez le réseau en cybersécurité, qui est peut-être moins prégnant maintenant en économie de défense avec les nouveaux armements. Donc tout ça fait que c'est une discipline ou une thématique qui est très différente de la mienne. Alors malgré ces difficultés, j'ai essayé de voir quels étaient les outils, les techniques et les thématiques en économie de défense qui pouvaient être également appliqués en économie de la cybersécurité. Alors, dans un premier temps, je vais parler de l'économie de défense en général, pour vous montrer comment on l'a structurée, quelles sont les thématiques et les outils et notre démarche. Et puis, dans un second temps, je vous parlerai plus spécifiquement de la chaire économie de défense de l'IHEDN que je dirige, et je vous parlerai des projets que nous avons en cours et de notre démarche de recherche. Alors, mon premier problème a été de définir ce qu'était l'économie de la cybersécurité, puisqu'il fallait que j'intervienne dessus. Donc j'ai eu le même problème lorsque je suis devenu titulaire de la chaire économie de défense, qui était un problème de définition. Alors, il y a une définition de l'économie de Malinvaud, qui est acceptée par la plupart des économistes. Alors, pour lui, l'économie, ça serait la science qui étudie comment les ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivant en société. Et elle va s'intéresser d'une part aux opérations essentielles que sont la production, la distribution et la consommation des biens. Et puis, d'autre part, ce qui est très important et de plus en plus important dans nos sociétés, l'économie s'intéresse aux institutions et aux activités ayant pour objet de faciliter ces opérations. Alors, en appliquant cette définition, on pourrait dire que l'économie de la défense, c'est la branche de l'économie qui applique cette définition aux questions liées à la défense. Et on pourrait également appliquer la même approche au cyber et dire que l'économie de la cybersécurité serait également la branche de l'économie qui applique cette définition aux questions de cybersécurité.
Et donc, vous allez avoir la production, la distribution et la consommation de biens et services de cybersécurité. Et ce qui va être très important également pour vous, ce sont les institutions, c'est-à-dire le système d'interaction entre les acteurs, le réseau, les entreprises, les agences, les associations professionnelles, donc tout ça qui permet de faire fonctionner un système économique. Alors, en économie de défense, et puis j'ai vu que c'était un peu la même chose en économie du cyber, on a fait appel à de nombreux outils et à de nombreuses autres disciplines. Alors, au niveau des outils, on utilise à la fois des modélisations qui peuvent être mathématiques ou non, mais qui nous permettent de comprendre finalement les interactions entre les agents, les dynamiques à long terme et les effets qui sont un peu complexes. On utilise également beaucoup d'analyses statistiques ou économétriques, et ça a été l'approche de la chaire économie de défense, de renforcer ce point-là, et puis des études de cas. Alors, nous pensons que la palette entière là, de ces outils doit être appliquée. On ne peut pas avoir une réponse à une question précise juste avec un seul de ces outils, et il faut les appliquer tous. Ensuite, on peut mobiliser plusieurs branches de l'économie pour faire de l'économie de la défense ou de l'économie du cyber, et c'est ce qui se reflétait dans le programme de la conférence aujourd'hui. Était prévue une session sur l'économie du droit et des contrats. Je crois que c'est une question qui est très importante à la fois en économie de défense et en économie du cyber. Et puis, les économistes ont beaucoup travaillé sur ces questions de contrats et de droit. Et donc, je pense que tout l'intérêt de l'économie de la défense et de l'économie du cyber, c'est d'aller voir un peu ce qui s'est fait dans cette branche de l'économie. On utilise également beaucoup en économie de l'économie des réseaux. C'est quelque chose qui s'est développé très récemment, qui peut être également intéressant pour vous. Donc on va regarder les réseaux d'entreprise, quel est l'élément central. On va pouvoir pondérer les liens entre entreprises, entre individus. Et vous, ça peut être intéressant à la fois pour la fragilité du système, mais également pour essayer d'identifier les entreprises à protéger, ou également pour comprendre un peu de dynamique de ce système. Et puis on pourrait encore citer d'autres thématiques en économie qui vont s'appliquer dans votre domaine, la finance, l'économie publique, l'économie régionale, et puis plus généralement la microéconomie et la macroéconomie. Alors, en économie de défense, on avait également un problème à l'origine, c'était que l'économie était faite finalement uniquement par des non-économistes. Alors, c'est très, très intéressant d'avoir d'autres disciplines qui contribuent au développement de l'économie du cyber ou de l'économie de la défense. Mais je pense qu'il faut des économistes, mais il ne faut pas que des économistes, parce qu'autrement l'analyse ne serait pas très forcément totalement enrichissante ou satisfaisante. Et donc il faut faire appel à plusieurs autres disciplines, comme ce qui est fait dans cette chaire ou dans d'autres chaires. Il faut faire appel à la science politique, à la gestion, aux mathématiques ou encore à la géographie. Et je pense qu'au niveau des outils et des thématiques, donc, la même démarche peut s'appliquer au cyber et à l'économie de la défense. Ensuite, lorsqu'on traite d'économie de la défense, on a une grande question. On peut avoir une vision globale du système, et finalement, la question qui nous avait été posée par les partenaires de ma chaire, que ce soit les partenaires étatiques ou industriels, c'est est-ce qu'une utilisation alternative des inputs aurait-elle engendré une valeur économique plus importante? C'est le choix public finalement à déterminer, et puis c'est également un choix pour les entreprises. Alors cette question est assez difficile parce qu'il faut se demander quel est l'output de notre système. Alors dans le cas de l'économie de la défense, l'output de défense, ce ne sont pas les emplois, les exportations ou la R&D, c'est uniquement un output en termes de paix et de sécurité. Et également, on pourrait rajouter, d'autres auteurs rajoutent, puissance et indépendance. Alors, de grandes difficultés en économie de la défense, c'est la difficulté à mesurer finalement la valeur économique de cet output. Et n'arrivant pas finalement à mesurer la valeur économique de cet output, on a préféré travailler à la fois sur les inputs et les externalités. Alors, en économie de la défense, on a des choix à effectuer, c'est-à-dire que différents systèmes nationaux vont permettre d'atteindre le même objectif en termes de paix et de sécurité. Alors soit on peut se mettre sous protection étrangère, réaliser des alliances, importer du matériel sous étagère, avoir une base industrielle et technologique de défense. Et puis là aussi, on a différents choix qui vont se poser à nous. Est-ce qu'on a une base industrielle et technologique de défense
qui est uniquement publique? Est-ce qu'elle est privée? Si elle est privée, est-ce qu'on a une base qui est cotée sur les marchés, avec une gouvernance par les acteurs ou une gouvernance par le marché? Tout ça, c'est des choix plutôt politiques, et donc des questions à se poser. Et je pense que vous pouvez avoir les mêmes questions dans le domaine de la cybersécurité. Ensuite, dans ce système, ce qui va être important, ce sont nos inputs, donc ce qu'on va mettre dans le système et qui vont permettre de déterminer notre output. Alors, le premier input dont on a parlé un peu ce matin, ce sont les ressources humaines et les effectifs. Donc là, on peut essayer d'analyser cette composante. On peut aussi analyser les investissements en R&D, je vous en parlerai tout à l'heure, et puis les investissements plus en capital fixe ou les autres équipements. Et de la même manière, pour caractériser ce système, il va falloir regarder les caractéristiques du marché, les institutions, le droit, la réglementation, qui seront différentes d'un pays à l'autre, les stratégies qui vont être mises en place par les différents acteurs, les structures des coûts du marché. Est-ce qu'on est en monopole, en duopole? Est-ce qu'on a une concurrence qui est parfaite? Quelles sont les relations entre les acteurs? Et puis également la dualité et l'ouverture du système. On en a parlé ce matin également. Les produits de cybersécurité vont avoir des usages duaux, et on peut essayer d'analyser les avantages et inconvénients de l'ouverture de votre système. Et puis, comme en économie de la défense, vous aurez des externalités, c'est-à-dire des effets qui ne sont pas les effets qui sont recherchés dans un premier temps, mais on va avoir des effets à la fois micro et macro, donc sur les entreprises et sur les pays. On va avoir des effets en termes d'emploi, de recherche, d'innovation, de commerce extérieur ou de structuration d'un tissu industriel. Alors, appliquer ça au cyber, je pense que c'est tout à fait possible. On pourrait avoir un output de sécurité au niveau de la cybersécurité. Et alors là, à vous d'essayer de me dire s'il y a autre chose que la sécurité. Est-ce qu'on peut rajouter du pouvoir de marché, de l'indépendance? Est-ce qu'il y a d'autres notions à rajouter comme output du système? Alors, moi, j'ai une formation également statistique à la base. Alors, en regardant ça avec un œil de statisticien, j'ai l'impression que dans votre domaine, c'est peut-être un peu plus facile de définir l'output, mais là, lorsque j'ai pu discuter entre midi et 2 heures avec les spécialistes du sujet, c'est peut-être pas aussi évident. Nous, on a un problème en économie de la défense, c'est que nos attaques sont très rares. Donc en statistique, c'est un peu comme les crises. On va se situer dans les queues de distribution statistique et on va avoir beaucoup de mal à essayer d'expliquer ces phénomènes. Il me semble qu'en cybersécurité, il va y avoir un plus grand nombre d'attaques et puis ça va toucher également les entreprises et pas que les pays. Et donc là, peut-être qu'au niveau statistique, vous allez avoir plus de points pour essayer d'analyser les phénomènes. Par contre, je pense que vous allez avoir les mêmes difficultés que nous au niveau du chiffrage du coût des attaques. C'est-à-dire que vous avez des coûts apparents qui vont apparaître, mais ça va être très très difficile de chiffrer le vol d'un secret industriel ou des conséquences à plus long terme. Alors là, peut-être que le développement d'un marché de l'assurance va permettre d'obtenir des données et des analyses qui permettront de cerner justement cet output de cybersécurité. Alors, je ne reviendrai pas sur les autres éléments du système qui sont très proches finalement d'un système en économie de défense. Une grande différence que j'ai notée et que j'ai relevée en introduction, c'est peut-être dans les caractéristiques du marché, les institutions. Vous, ce qui est important, c'est quand même le design de votre réseau et le réseau qui va faire la plus ou moins grande sensibilité à la sécurité et aux attaques. Alors, en économie de la défense, nous avons la chance d'avoir un handbook de Defense and Peace économique, qui est un livre de référence où, finalement, qui fait consensus. Les auteurs de référence sur chaque domaine rédigent un chapitre et ça permet d'avancer, de capitaliser à la fois sur les apports théoriques et les apports empiriques. Alors, j'ai essayé de chercher, j'ai pas forcément trouvé de handbook d'économie du cyber encore, mais pourtant, là, je vous ai mis la liste des thèmes qui sont abordés dans le handbook of Defense and Peace Economics, et puis on peut retrouver un peu les mêmes mécanismes dans le cyber. Alors, nous, en économie de défense, on a des modèles de course à l'armement qui nous permettent, par exemple, de déterminer notre dépense.
C'est-à-dire que si j'ai un adversaire, si cet adversaire-là augmente sa dépense, eh bien, mécaniquement, je serai obligé d'augmenter ma dépense et il va y avoir un cercle vicieux. Je pense que le même type de stratégie va s'appliquer au niveau de l'entreprise ou au niveau d'un pays en cybersécurité et vous allez avoir des dynamiques comme ça sur vos budgets. On a aussi tout un tas de recherches sur les stratégies à mettre en place, la théorie des alliances. Alors, ce sont des recherches qui empruntent beaucoup à la théorie des jeux. Il y a eu des prix Nobel en économie de défense et en théorie des jeux qui permettent de justifier des budgets importants en termes de dissuasion, d'essayer d'analyser les dynamiques ou les interactions entre les stratégies des acteurs. On a également toute une partie de la littérature qui s'intéresse à l'économie des conflits. Donc, qu'est-ce qui va provoquer un conflit? Quels sont les déterminants d'un conflit? Quel est le coût d'un conflit? Donc, je pense que là aussi, c'est une problématique pour vous. Pourquoi une entreprise va être cible d'une cyberattaque ou un pays? Donc là aussi, on pourrait faire du calcul, des statistiques pour essayer de faire ressortir des déterminants. Est-ce que le nombre de brevets, la position sur un marché, etc., sont des déterminants ou pas pour vous d'avoir une attaque? On a toute une littérature aussi qui s'est intéressée au lien entre la défense et la croissance, ou l'impact économique, si vous voulez, de l'activité défense. Donc là aussi, c'est une question qui est importante pour vous, à la fois pour vos entreprises et pour les pouvoirs publics. On a une autre partie de l'économie de la défense qui s'est intéressée à l'économie du personnel militaire. Donc je ne le développerai pas aujourd'hui, mais j'ai vu que c'était également une source de préoccupation chez vous, à la fois pour essayer d'analyser l'offre et la demande de travail. On va voir qu'on a des effets d'éviction. Si les chercheurs partent en cybersécurité, peut-être qu'ils seront plus disponibles pour d'autres secteurs. Donc il faut analyser les conséquences. Il faut aussi analyser la performance de notre système de formation et d'éducation pour répondre à cette demande de travail dans le domaine de la cybersécurité. La théorie des contrats, j'y reviendrai pas, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, mais je pense que c'est quelque chose qui doit se développer chez vous. Nous, c'est déterminant pour nous. Le type de contrat est déterminant pour l'output ou pour l'efficacité du système. Je vous en parlerai dans le cas américain, où on a des contrats à prix flexible, et ce qui explique également un effet plus important qu'en France, peut-être des financements défense. On a toute une littérature sur le commerce des armes. Puisque nous, on va avoir un arbitrage au niveau du commerce des armes qui est à peu près le même que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que pour des raisons économiques, on a besoin d'exporter, on est en contrainte actuellement, mais finalement, l'exportation d'armement va indirectement, peut indirectement réduire mon niveau de sécurité. Et donc là, les débats qu'il y a eu ce matin reflètent également cette question chez vous. Et puis, une grande partie de nos recherches concerne à caractériser l'économie de la base industrielle et technologique de défense et la R&D de défense. Alors, j'ai essayé de rechercher rapidement dans le cyber si finalement je retrouvais les mêmes thèmes. Donc nous, on a des moteurs de recherche pour les revues scientifiques où on tape nos mots-clés et puis on obtient les articles. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais finalement, j'ai retrouvé un peu les mêmes thématiques dans votre littérature. Alors, à la fois beaucoup d'articles sur la définition et les concepts, de la théorie des jeux et de la stratégie, des approches nationales ou sectorielles de la cybersécurité pour comparer des pays ou comparer des secteurs. Beaucoup de travaux sur l'assurance, le management du risque ou les contrats. Ça, c'est une littérature qui est très riche chez vous. Peu de littérature, mais qui commence à se développer sur l'impact économique et la croissance. Mais c'est une littérature, finalement, qui est peu dans les revues académiques et plus dans les contrats de recherche. Il y a aussi toute une littérature sur le design des réseaux, avec cette théorie des réseaux dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis une dernière partie que j'ai pu identifier sur le droit et la cybersécurité. Alors, je vous ai parlé de l'économie de défense en général et j'espère que cette structuration que je vous ai exposée pourra vous aider en cybersécurité. Je vais vous parler plus particulièrement maintenant de la chaire économie de défense, du constat que nous avons fait et de la démarche que nous avons adoptée et des objets d'études que nous avons eus.
Alors, le constat qui avait été fait par les partenaires étatiques et industriels à la création de la chaire, c'était qu'il y avait un manque relatif d'analyse économique de la défense et très peu de travaux sur le sujet dans les revues universitaires. Et qu'on avait une branche à structurer, alors une branche à structurer pour recréer tout un écosystème finalement et une dynamique. Il n'y avait plus d'universitaires en économie qui faisaient de l'économie de la défense. Donc on nous a demandé pourquoi. On a essayé un peu d'analyser. Il n'y avait plus de postes en économie de la défense en France. Et il n'y avait plus de chercheurs qui étaient qualifiés par nos instances en économie de la défense. Alors, il a fallu qu'on creuse un peu. Alors, il n'y avait plus de postes en économie de la défense parce qu'il n'y avait plus de formation en économie de la défense. Donc, on a essayé de redynamiser un peu les formations en économie de la défense. Et puis, il n'y avait plus de jeunes chercheurs dans ce domaine, puisque notre carrière à l'université, maintenant, dépend des publications. Et des publications qui sont uniquement référencées par nos autorités de tutelle, qui sont le CNRS et l'HCERS. Or, en économie de défense, aucune revue n'était classée par ces autorités de tutelle. Et alors, je ne sais pas si vous avez le même problème en économie de la cybersécurité, mais c'est un problème à résoudre parce que si on n'arrive pas à dépasser ce problème, on n'attirera pas les jeunes chercheurs dans le domaine et on ne créera pas un écosystème favorable à la recherche. Donc, on s'est attelé à structurer ce réseau. Notre idée était également de faire de la chaire une tête de réseau, donc d'identifier les chercheurs, leur spécialité en économie de défense au niveau national et international, mais pas uniquement en économie de défense. On a essayé aussi d'aller chercher les meilleurs dans différents domaines et de les faire collaborer avec des chercheurs plutôt spécialisés en économie de défense, hein, mais des très bons statisticiens, des très bons théoriciens du réseau, des très bons chercheurs en économie de la R&D, par exemple, et on fait des collaborations avec eux pour essayer d'augmenter le niveau dans notre domaine. On anime le réseau en diffusant les informations, en organisant des conférences, un peu comme ce qui est fait dans votre chaire. Et puis, je pense qu'on a une place également privilégiée, hein, ces chaires, qui ont des partenaires à la fois étatiques, industriels, qui sont en lien avec les chercheurs. On a un rôle d'interface à jouer, qui est de plus en plus important, hein, dans la recherche. Je vous en parlerai tout à l'heure sur la R&D. Plus que les financements de départ, ce qui est important, c'est la structuration du réseau, les liens entre les acteurs. C'est ce qui détermine finalement l'output. Et donc, on a voulu être une interface, d'une part, entre la recherche en économie de défense et la recherche entre les autres champs de l'économie, entre la recherche entre l'économie de défense et la recherche des autres disciplines, et puis entre le monde académique et le monde professionnel, industriel et étatique. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, notre but a été, dans un premier temps, de produire dans des revues universitaires. Il nous semble que c'est comme ça qu'on peut avancer. Finalement, un chercheur, quand il a un travail à faire, il ne va pas voir sur Internet, hein, il va voir dans des moteurs de recherche de revues universitaires, et puis il regarde ce qui s'est fait auparavant. Et donc, pour nous, la seule façon de capitaliser, c'est de publier dans les revues universitaires. Ce sont les résultats qui restent, qui ont été validés par nos pairs. Et après, effectivement, il y a un travail de communication et de diffusion de ces résultats à avoir, une démarche de vulgarisation. Mais il nous semble important de publier dans des revues scientifiques. Alors, nous avons travaillé essentiellement sur trois thèmes. Sur l'impact économique de la défense, qui était un thème important au niveau économique, mais également pour les industriels et les politiques. Et puis, nous avons essayé de déterminer, un peu de caractériser cet écosystème d'économie de la défense en regardant les caractéristiques et les spécificités des entreprises de défense. Et enfin, nous avons également travaillé sur la R&D et l'innovation de défense. Alors, concernant l'impact économique à court et long terme, donc j'ai vu que c'était quelque chose qui commence à être fait également dans votre domaine. Il y a un certain nombre d'emplois qui commencent à émerger du domaine de la cybersécurité, avec plusieurs études qui ont pu sortir. Bon, j'ai eu un peu de mal parce que je n'ai pas de détails des méthodes qui ont été utilisées derrière pour vraiment quantifier cet impact économique. Et puis pour nous, on distingue un impact économique souvent à court terme et à long terme. C'est-à-dire qu'à court terme, par exemple, je vais augmenter la dépense de défense. Effectivement, j'augmente ma dépense,
ça va créer des emplois. Mais à long terme, les choses sont beaucoup plus compliquées. C'est-à-dire que pour augmenter ma dépense, il a fallu que je la finance. Donc je la finance soit par endettement, soit par la fiscalité. Et donc l'impact à long terme est beaucoup plus complexe et compliqué à mesurer parce que cette augmentation de la fiscalité ou de l'augmentation du taux d'intérêt vont avoir aussi des effets négatifs. Donc il faut développer d'autres techniques et puis une autre approche pour essayer de mesurer les effets à long terme. Et c'est ce que nous avons fait dans la chaire économie de défense. Alors, je ne rentrerai pas dans les méthodes, on peut en discuter si vous voulez lors des questions, hein, mais nous avons utilisé des matrices input-output, ce qui est utilisé pour estimer des emplois plutôt à court terme, des données individuelles, des données sectorielles, de l'économétrie pour essayer d'avoir un impact à long terme, et puis même des modèles purement théoriques, hein, des modèles d'équilibre général calculable qui sont purement théoriques, mais qui nous permettent d'avoir la complexité des relations et les interactions entre les différentes sphères de l'économie et surtout les effets à long terme. Alors, ça nous a permis de voir ou de faire ressortir l'importance de la défense, hein, dans notre système économique français, avec des résultats qui n'étaient pas forcément apparus auparavant. Alors sur le nombre d'emplois, sur justement la qualification de ces emplois, ensuite sur l'aménagement du territoire ou le tissu industriel, également sur le commerce extérieur, quelle était la part du commerce extérieur représentée par les entreprises défense, sur la R&D des entreprises françaises, quelle était la part que représentaient les entreprises défense, mais également en termes de brevets, de gestion de la chaîne de production, de la R&D, et puis plus largement sur l'impact à long terme des dépenses. Et là, on a réussi à montrer qu'il y avait une différence finalement entre les dépenses de fonctionnement et d'investissement, les dépenses de fonctionnement n'ayant pas d'effet, hein, sur la croissance à long terme, alors que les dépenses d'investissement ayant un effet positif et important sur cette croissance de l'activité. Alors, une fois qu'on avait déterminé ou qu'on a déterminé l'importance de l'économie de la défense dans l'économie nationale, il nous a semblé utile d'essayer de caractériser la population des entreprises défense et ce qui pourrait se faire également à la population des entreprises, par exemple, de cybersécurité. Alors, notre premier problème a été un problème de définition et d'identification. Mais là, j'ai l'impression qu'on a peut-être un peu d'avance sur vous dans cette question de définition et d'identification. Alors, on n'était pas tous d'accord. On a réussi à arriver à un consensus, au moins sur la définition d'une entreprise défense. Pour arriver à un consensus, vu que finalement notre définition va dépendre aussi de l'objet d'étude, hein, est-ce que j'étudie les spécificités de ces entreprises, l'impact économique général du ministère de la Défense? Bon, on a plusieurs objectifs aux études, donc on peut avoir plusieurs périmètres. En économie de la défense, on va avoir un premier périmètre qui est constitué par les entreprises de l'armement. Ensuite, on va avoir les entreprises qui produisent des biens qui sont plutôt considérés comme stratégiques, type le carburant. Et puis, on va avoir des entreprises qui vont produire des biens courants, mais utiles aux armées. Bon, le même type, il me semble, de décomposition dans votre industrie pourrait également s'appliquer. Ensuite, on a fait un travail avec la DGA d'identification de ces entreprises. Et donc, on a réussi à avoir une liste d'entreprises défense assez importante. Et nous, les listes dont on a besoin, ce ne sont pas forcément les noms, c'est les numéros sirènes, les identifiants, ou des identifiants internationaux. Alors, j'ai un peu cherché en économie du cyber. Il me semble qu'il y a quelques listes d'entreprises qui commencent à apparaître, hein, peut-être plus au niveau américain, hein, sur des sites américains. Donc, j'ai trouvé des classements d'entreprises cyber avec leur chiffre d'affaires, leur identifiant. Dans le domaine français, on arrive à en trouver, mais plus sur des fonds de capital risque ou sur des entreprises très jeunes. Mais là, on a peut-être peu d'entreprises. Mais si vous réussissez à définir ces fichiers d'identification, je pense qu'on pourrait collaborer parce qu'on a une bonne maîtrise des bases de données et des techniques d'analyse de ces bases de données. Et je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire à partir de ces bases de données et de ces numéros d'identification. Alors nous avons, dans un premier temps, étudié les performances.
Alors, est-ce qu'une entreprise défense est plus ou moins performante qu'une entreprise? Quel est son taux de productivité? Quelle est sa rentabilité? C'est des questions qui sont intéressantes à la fois pour les pouvoirs publics, mais également pour la sphère privée, hein. C'est intéressant pour des financeurs, pour des entreprises qui veulent s'engager dans le domaine. On a essayé également de regarder leurs caractéristiques en termes d'investissement. Donc, est-ce qu'on a des entreprises où les immobilisations sont plus matérielles, immatérielles, financières? Alors, ça paraît être une question peut-être légère à premier abord, mais finalement, ça va avoir des conséquences très importantes, par exemple, sur les modes de financement, hein. Votre structure de vos actifs va déterminer votre facilité à vous financer. Donc, c'est important de déterminer si vous allez avoir des obstacles au financement ou pas. Et puis, on a étudié également la structure financière de ces entreprises, ce qui nous a permis de montrer qu'en économie de la défense, il y avait encore des vides de financement, il y avait très peu d'implication des partenaires privés dans le financement de la défense. Et vu les dynamiques actuelles, ça pouvait poser un problème à terme, puisque ce financement était fait essentiellement par du financement public qui était en train de se retirer. Et on sait que le financement par le privé a besoin surtout de compétences et de ressources humaines, et qu'on a besoin de ressources humaines pour bien discriminer entre les entreprises qui pourront rembourser ou pas, et qu'il faut du temps pour développer ces ressources humaines. Donc ça nous a permis de développer comme ça ou de faire ressortir une fragilité du système. Alors nous avons tout un tas de bases de données également sur les liens capitalistiques qui peuvent être intéressants pour vous, où on arrive à faire du réseau, hein. Donc on arrive à avoir à la fois les stratégies d'achat des entreprises françaises, donc quelles sont leurs stratégies d'achat en France et à l'international, les différents secteurs dans lesquels elles investissent, les différents pays dans lesquels elles investissent. Mais ça permet également de faire ressortir aussi des entreprises qui pourraient être cibles, hein, en mélangeant un peu toutes ces informations, en faisant du réseau. Mais finalement, on va réussir à identifier une entreprise qui fait beaucoup de R&D, qui dépose beaucoup de brevets, qui est sous-traitante pour un grand nombre d'entreprises, et puis dont le capital est en train d'être acheté par un fonds chinois ou un fonds américain. Donc tout ça, on arrive à le faire ressortir par ces bases de données. Et puis, on résume ensuite par des indicateurs, hein, sur le risque économique et financier, finalement, les résultats qu'on a obtenus. À partir d'autres bases de données, donc publiques ou privées, on peut essayer aussi d'analyser la structure du personnel, alors en statique et en dynamique, c'est ce qui est intéressant. Mais on peut regarder les rémunérations. Donc, est-ce que dans votre secteur, les rémunérations sont plus ou moins élevées que dans d'autres secteurs? Est-ce que la structure du personnel est différente chez vous? Alors, en économie de défense, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de personnel qualifié, beaucoup de chercheurs, de cadres et moins d'ouvriers et techniciens. Donc, est-ce qu'on a le même phénomène chez vous, hein, ce qui va être intéressant à analyser pour aussi voir si vous allez avoir des problèmes de recrutement ou pas dans le futur. Donc un grand nombre de thématiques qui sont possibles, et juste en nous donnant un fichier sirène d'identification de vos entreprises. Alors, ça nous a permis également de faire ressortir que ces entreprises avaient des besoins importants de financement, hein, plus que les autres. Elles ont des charges de personnel dans l'industrie de la défense plus importantes. Les liens avec l'État font qu'elles ont des créances commerciales qui sont beaucoup plus importantes également, et elles gèrent des stocks plus importants. Donc tout ça fait qu'elles ont un besoin de fonds de roulement qui est important, donc plus de besoin de financement pour les entreprises de défense, et dans le même temps, elles ont moins de garanties, elles ont une activité qui est plus risquée, et donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, une faible implication des banques et des marchés financiers. Et pourtant, on a des entreprises qui ont des performances plutôt élevées en termes de taux d'exportation ou de valeur ajoutée. Alors, notre dernière thématique d'intérêt a été la R&D et l'innovation, à la fois au niveau empirique et au niveau théorique. Alors pourquoi la R&D? Parce qu'il nous semble que la recherche et l'innovation, hein, ça fait plutôt consensus, c'est un déterminant de l'efficacité et de la capacité de l'équipement militaire, comme ça sera un déterminant de l'efficacité de votre système de cybersécurité.
mais on sait également qu'en économie, c'est le déterminant majeur à long terme de l'attractivité des produits pour une entreprise et de ses performances. Et de la même manière, c'est déterminant dans la croissance à long terme d'un pays. La R&D, le niveau de R&D et d'innovation est déterminant pour voir la performance d'un pays. Donc il nous a semblé assez important d'étudier cette thématique-là. Alors, toujours avec les bases de données dont on dispose, alors là, c'est plutôt une base de données couverte par le secret statistique, mais là, on peut essayer d'analyser, comme on l'a fait en défense, en cybersécurité, quelle est votre répartition au niveau de la recherche. Est-ce que qui fait la recherche fondamentale, qui fait la recherche appliquée, qui fait le développement. Donc ça, c'est des questions assez importantes. Par exemple, en défense, moi, les industriels me disaient, nous, on fait essentiellement du développement. Et puis finalement, on a vu qu'en dynamique, ces dernières années, les industriels avaient eu un taux de croissance de la recherche fondamentale beaucoup plus élevé que dans le civil. Et ça nous a permis de comprendre des mécanismes qui étaient à l'œuvre et de faire ressortir des conclusions assez intéressantes. Pareil, savoir si votre R&D se fait en interne ou en externe. C'est assez important pour la gestion du système, pour la gestion de la sécurité. Savoir si vos dépenses de R&D sont des dépenses en capital, en machines, en bâtiments, ou est-ce que, comme dans le reste de l'économie, ce sont essentiellement des dépenses courantes, salaires, frais généraux. Donc là, cette structure-là est également importante pour savoir comment financer vos dépenses en R&D. Et puis, on peut avoir des informations également sur le financement de cette R&D, par qui elle est financée, la France ou l'étranger, par des entreprises, par du financement public ou des fonds propres. Donc tout ça, ce sont des questions importantes pour votre domaine. Et puis également, une question importante, c'est quel est le poids finalement de la recherche de cybersécurité dans l'économie en général et ses liens avec les autres domaines. Et là aussi, on pourrait quantifier le nombre de chercheurs, la dépense des entreprises de cyber en R&D pour voir le poids dans l'économie nationale. Et puis en économie, la R&D, c'est juste l'input du système. Vous pouvez chercher et puis ne jamais trouver. Donc ce qui est intéressant également, c'est de s'intéresser à l'output. Et l'output, on va le mesurer soit par les brevets, soit par des enquêtes, innovation, puisque toutes les entreprises ne vont pas déposer de brevets et certaines vont garder le secret. Et là aussi, on a beaucoup avancé dans l'analyse de ces bases de données et dans les apports qu'on peut faire. Donc, sur le brevet, on analyse les réseaux de brevets, le nombre de brevets, le type de brevet, les citations, les réseaux. Et ça nous permet de faire ressortir des signaux faibles, de voir si sur une technologie, on est plutôt en avance ou pas, si une technologie est structurée ou non. Donc, je pense que là aussi, c'est des questions qui sont importantes pour votre domaine et vos technologies. Et puis, je vous ai parlé beaucoup de travail empirique, de travail statistique, mais nous, on a toujours développé à la fois ce travail empirique et puis un travail théorique et même un travail historique. Le travail historique, dans un premier temps, ça a été un peu dur de le faire comprendre à nos partenaires étatiques et industriels, mais il nous semble que c'est fondamental, puisque dans l'histoire, on va pouvoir trouver des moments qui ressemblent un peu au moment qu'on vit actuellement. Quand j'ai étudié votre littérature, j'ai vu que dans tout ce qui était dans tout ce qui était contraint, il y avait pas mal d'articles qui étudiaient l'histoire du droit naval, en disant qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire entre l'histoire du droit naval et l'histoire du droit cyber. Et donc là, je pense qu'au niveau historique, là aussi, vous devez développer ces approches. Et puis, en termes théoriques, là, il faut prendre en compte la complexité des choses. Et c'est pour ça que je vous invite également à développer des analyses théoriques et puis des modèles. Par exemple, nous, on nous a demandé quel est l'impact de la R&D de défense sur la R&D civile. Et puis, à l'époque, on nous citait beaucoup d'exemples, des dires d'experts. Donc, Internet aurait été créé par la défense, les semi-conducteurs, l'industrie aéronautique, etc. Mais ce n'était que des dires d'experts. Donc, nous, pour un scientifique, c'était très difficile à prouver. Donc il a fallu d'une part qu'on creuse, qu'on cherche les différents mécanismes, et donc je vais vous en parler, et puis qu'on cherche des preuves aussi empiriques. Donc on a réussi à montrer qu'effectivement la défense avait eu un rôle
dans Internet, dans les semi-conducteurs, dans l'industrie aéronautique, mais par des liens qu'on pouvait faire. Donc les réseaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les citations de brevets, les réseaux de chercheurs, et tout ça nous a permis de montrer l'impact de la R&D de défense. Et au niveau de la complexité, donc je vous invite à prendre ça comme a priori, hein, les choses qu'on étudie sont très complexes. Donc si on veut avoir par exemple l'impact de la R&D militaire sur le civil, alors on va avoir un premier effet, hein, assez facile. Notre R&D, comme vous en cybersécurité, va augmenter votre capacité ou va avoir un effet qualitatif. Et puis cette R&D va avoir des externalités. Alors, d'une part, elle va augmenter votre output, c'est-à-dire que l'entreprise qui a fait sa recherche, hein, généralement, elle va avoir son chiffre d'affaires qui augmente, ça va augmenter mécaniquement hein, l'activité du pays. Mais le fait d'avoir formé également des chercheurs à ces nouvelles techniques, d'avoir augmenté leur capital humain, ben, ça va augmenter la productivité générale finalement du système et on va avoir des spin-offs dans les autres secteurs. Mais en même temps, ça c'est les effets positifs, on va avoir des effets d'éviction. C'est-à-dire que le fait d'avoir utilisé mes inputs dans la R&D de défense ou dans la R&D de cyber, alors mes inputs qui peuvent être des chercheurs, des actifs, des financements, mais finalement ça va réduire les inputs disponibles dans les autres secteurs. Donc ça c'est à étudier. Hein. Là on est plutôt dans des périodes avec des taux de chômage importants, mais ces taux de chômage importants ne sont pas vrais dans toutes les catégories d'emploi, hein, surtout dans le personnel très qualifié. Et de la même manière, on est en contrainte budgétaire, on a des problèmes de financement, donc l'argent qui sera mis dans le cyber ne sera pas mis ailleurs. Donc il faut essayer d'avoir une vision générale. Pour avoir cette vision générale, il faudra aussi regarder les spin-ins, c'est-à-dire que l'innovation dans les autres secteurs va se déverser dans votre secteur et il faudra essayer de distinguer un peu tous ces effets tout en prenant en compte ce qu'on appelle le système national d'innovation et les aspects un peu plus qualitatifs et les relations entre les agents. Alors, pour faire le lien entre votre sujet et le mien. Donc, je vais vous parler de quelques travaux qui sont faits en économie de la défense. Donc, on a organisé l'an dernier une conférence sur la R&D de défense à Bordeaux, où on a fait venir des chercheurs internationaux. Et parmi ces chercheurs, on a fait venir un chercheur qui travaille avec nous déjà depuis un moment à Bordeaux avec d'autres chercheurs sur l'innovation et les réseaux, qui est Martin Quesnay, qui a publié l'an dernier un livre avec David Movery, en fait pour comprendre hein, le développement de la Californie et de la Silicon Valley. Hein, la Californie qui a dépassé la France il y a quelques mois hein, en termes de création de richesses. Et ce qui était très intéressant dans leur analyse, c'est qu'ils montraient que finalement, l'origine de cette croissance était à rechercher dans les financements de défense qu'on avait eu dans les années 50. Et ils arrivaient à remonter par des réseaux et puis par des études de cas. Ils remontaient ils arrivaient à identifier les chercheurs ou les laboratoires qui avaient trouvé les premiers financements, qui avaient ensuite formé des étudiants, qui avaient monté des startups qui étaient à l'origine des startups actuelles qui faisaient la croissance dans la Silicon Valley ou la Californie. Donc, c'était des travaux qui étaient très, très intéressants pour nous. Et je pense qu'ils seront également intéressants pour vous. Alors, aussi pour peut-être casser ce mythe du tout privé, je vais vous parler un autre type de recherche hein, qui est toujours en lien avec cette nouvelle technologie. Donc, comme on a vu que finalement, dans le cas de la Californie, derrière l'histoire qui est racontée au grand public d'entreprises qui se sont développées par elles-mêmes avec du financement de business angel, derrière, on a eu beaucoup de financement public. Et puis, ce qu'avaient montré également Movery et Quesnay, et ce qui était très important, c'était que ce qui expliquait le plus le développement de la Californie, ce n'était pas forcément le volume de financement, mais plus que le volume de financement, c'était le lien avec les universités et le type de contrat. On avait des contrats à prix flexible et pas à prix fixe, ce qui avait permis de développer l'innovation. Et puis, à la différence de la France, où on a un système qui est quand même très structuré autour des grandes écoles, le système américain est structuré autour des universités. Et Quesnay et Movery ont montré que cette diffusion des technologies passait beaucoup également par les universités. Donc c'est également quelque chose à étudier dans votre domaine. Et puis je terminerai ma présentation par un graphique de Mariana Mazzucato, justement avec qui j'ai travaillé sur le financement de l'innovation.
et qui essaie, elle aussi, de tempérer ce mythe du tout privé et qui a essayé d'analyser un peu les technologies qui avaient été développées par Apple dans les iPods ou les iPads et qui montre que finalement les technologies qui sont utilisées par Apple ont tous des origines plutôt publiques, de financement public et la plupart du temps avec des financements défense. Donc, ce qui me permet de faire le lien entre votre thématique et la mienne. Donc en conclusion, il me semble qu'on a encore 2 branches de l'économie qui sont à structurer. On a beaucoup de travail à faire à la fois en économie de défense et en économie du cyber. On a des spécificités dans les 2 champs, mais il me semble qu'on a des similitudes. Alors, suivant les thématiques, certaines thématiques, d'après moi, vont pouvoir s'insérer également dans l'économie de la défense, comme la cyberdéfense, le cyberconflit. Donc peut-être qu'à terme, justement, ça deviendra une composante de l'économie de la défense. Et puis il y a des thèmes comme la cybersécurité qui sont trop larges pour nous et qui s'insèrent mal dans l'économie de défense. Mais justement parce que ça fait appel à la fois à des marchés et à des logiques privées et publiques. Alors, je pense qu'en revanche, les collaborations pourront être fructueuses entre ces 2 branches de l'économie. J'ai essayé de vous exposer nos outils, notre démarche pour essayer d'initier des collaborations avec vous. Et puis, dans les 2 branches, je pense qu'on doit s'ouvrir à la fois aux autres thématiques de la science économique qui se sont beaucoup développées ces dernières années et aux autres disciplines qui vont nous permettre de comprendre le domaine, à la fois le droit, la sociologie ou la géographie. Et en conclusion, mais c'était aussi mon introduction, c'est mon problème principal quand j'ai étudié votre domaine. Et il me semble que en tant que scientifique, vous allez avoir du mal à avancer tant que votre objet d'étude n'est pas assez bien défini et délimité. Et il me semble qu'il y a un travail à faire de consensus sur les concepts. Qu'est-ce que la cybersécurité, les cyberconflits, les cyberattaques pour essayer de faire venir des chercheurs extérieurs qui ne connaissent pas votre domaine. Il faut une référence quand même qui soit déterminante. Et pareil, l'actif que vous étudiez, il faut en donner les spécificités. Et puis, vous avez un travail d'identification, je pense, des entreprises, à la fois d'entreprises à surveiller et puis d'entreprises productrices de biens de cybersécurité. Voilà, je vous remercie.